Et merci à Malo Stener qui vous accompagne avec votre dernier témoignage, un grand merci à tout le service police-justice de CNews qui a couvert pendant ces 6 jours ce procès. On est avec Philippe Devilliers. Bonsoir cher Philippe. Bonsoir, on est avec bonsoir, Geoffroy Lejeune. Habituellement, on sourit quand on se retrouve parce que c'est un bonheur de se retrouver, mais l'actualité instantanée est une actualité évidemment dramatique. Vous l'avez compris, justice a été rendue aux yeux de la famille de la petite Lola, puisque Dabia Benkired a été condamnée à la prison à perpétuité, une perpétuité incompressible. C'est la peine la plus lourde du code pénal. C'est la première femme à être condamnée à cette peine 3 ans après le drame et ce meurtre barbare. Je vous propose qu'on commence cette émission par l'émotion de Delphine et Thibault, la maman de Lola et le frère de Lola. J'aimerais juste dire une phrase au nom de ma famille et surtout de ma mère, qu'on a eu ce qu'on voulait. On a restauré la mémoire de ma sœur et de sa fille. On a restauré la vérité. Et surtout, merci à la justice. On est content de la réponse qu'on a eue. Même si ça ne nous ramènera pas à Lola, on croyait en la justice et on l'a eu. On l'a eu. Merci. Merci pour le soutien de tous. Merci. Et du coup, merci de ne pas insister. Merci. Allez. Geoffroy Lejeune. Philippe, vous avez l'habitude de vous adresser aux familles de victimes. Vous nous avez parlé ici de la famille de Philippine, de la veuve de Éric Comines, le gendarme qui avait été fauché. Quel est votre message aujourd'hui pour la famille de la petite Lola ? D'abord le silence, respectueux, pour la douleur immense d'une famille brisée par ce drame. Ensuite, je voudrais dire mon admiration à cette famille qui a tenu le coup, qui a vu des images horribles pendant quelques jours, qui s'est montrée digne aux yeux de tous les Français. Quand on est père ou mère de famille, on pense évidemment à cette maman qui est brisée pour toujours. Et en même temps, j'ai envie de lui dire, Madame, vous avez souhaité, au début du procès, qu'il n'y ait pas de huis clos. Vous avez obtenu gain de cause. Et d'ailleurs, Thibault a souhaité lui-même que la vérité soit dite par la tortionnaire pour la famille et pour la France. Et donc, vous avez été entendu. Rien ne pourra jamais soulager votre malheur, la béance dans laquelle vous êtes. Mais, quand même, vous devez savoir que c'est tout un peuple, aujourd'hui, ce soir, tout un peuple, qui porte votre malheur avec vous. Et le fait de se sentir français, en cette circonstance, entouré par toute la France, ce n'est pas un onguent sur la plaie, mais quand même, c'est un léger réconfort. Toute la France participe de votre malheur. Toutes les familles de France le ressentent comme si c'était comme s'ils avaient une Lola chez eux. Et puis je dirais autre chose, de plus important encore. Soyez dans l'espérance. Pourquoi ? Parce que le crime,
laissera une trace dans l'esprit public qui portera une leçon. Et donc, il y a une espérance. Pourquoi il y a une espérance? Parce qu'un jour, peut-être, du moins on l'espère, et c'est pour ça qu'on fait cette émission notamment, un jour, peut-être, il y aura des hommes politiques français qui empêcheront qu'il y ait des nouvelles Lola, qui empêcheront la barbarie importée. Un jour, il y aura des hommes politiques français qui tireront les leçons du drame que vous avez vécu. Alors, votre immolation ne sera pas inutile, elle sera rédemptrice pour le pays tout entier. Et à ce moment-là, on dira, il y a eu l'avant Lola et l'après Lola. La dignité de la famille deviendra une allégorie de la grandeur retrouvée. Philippe de Villiers, lorsque des drames comme la mort de la petite Lola viennent frapper la France et nous bouleverse tous, on se retrouve sur ce plateau et je vous pose cette question. Je repense à la famille évidemment de Philippine, à Thomas bien sûr, à Elias. Et la question que je vous pose en ces temps si dramatiques, c'est de quoi ce drame est-il le nom, selon vous, Philippe de Villiers? Alors il y a la justice, que souvent on critique, mais là qui a fait son travail. La peine espérée et la peine prononcée. Peut-être on y reviendra après. On y reviendra. Mais on ne peut rien dire sur la justice. La justice a fonctionné. Petite parenthèse, c'est la justice populaire. C'est le jury. Ce sont des Français. Des Français lambda, qui ont jugé en leur âme et conscience. Donc quand le peuple juge au nom du peuple, il est juste. Alors après, il y a une question qui se pose. C'est terrible qu'on soit obligé de la poser ce soir, mais je suis obligé de la poser. Qu'est-ce que la France a fait pour empêcher que Lola ne meure? Qu'est-ce que la France a fait pour protéger Lola? Et quand je dis qu'est-ce que la France a fait pour protéger Lola, je m'adresse aux hommes politiques en leur disant vous avez du sang sur les mains. Parce que, en fait, depuis 2 générations au moins, on est dans le protocole compassionnel et la déploration. On a des ministres qui déplorent. On a des premiers ministres et des présidents qui sont les premiers à venir pleurer devant le sinistre, mais personne ne s'interroge sur les causes du sinistre. Je m'explique. Parallèlement au bon fonctionnement de la justice populaire, la cour d'assises, il faut dénoncer les faillites, les questions qui se posent et qui pointent les faillites. Première question, première faillite, c'est celle des OQTF. Si la tortionnaire criminelle avait eu affaire à un État qui applique l'obligation de quitter le territoire, Lola serait en vie. Puisque c'est une Algérienne sous OQTF, obligation de quitter le territoire. Elle n'a pas été appliquée. Mais on peut élargir le zoom un instant. Si le Tchétchène sous OQTF qui a assassiné Samuel Paty avait été reconduit à la frontière, Samuel Paty serait encore en vie dans sa classe. Si Lingouche, sous OQTF, qui a assassiné Dominique Bernard, avait été reconduit à la frontière, sans être protégé par une association pro-migrants d'ailleurs, au passage, Dominique Bernard serait encore en vie et il ferait sa classe. Si
le Marocain sous OQTF, criminel, l'assassin de Philippines, avait été reconduit à la frontière, obligation de quitter le territoire, Philippines serait encore avec nous, etc., etc. Songez que tous ces gens, tous ces criminels, sont illégalement sur le territoire français. Obligation de quitter le territoire. Est-ce que vous connaissez la langue française, messieurs les politiques? La langue française. Quand on dit obligation, par exemple là, ils vont lutter contre la fraude fiscale. Bon. Et donc, il n'y aura pas de cadeau. Il y a 90% des impôts qui sont collectés. Donc là, il n'y a pas de problème. Or, vous savez combien est la proportion des OQTF appliqués? 10%. Et pour l'Algérie, 4%. Enfin, plus maintenant, d'ailleurs. Il y a 130 000 OQTF. C'est-à-dire qu'il y a 130 000 dangers publics sur le territoire français. Et je rappelle que à Louis Dragnel, Emmanuel Macron s'adressant dans un journal dont vous étiez le patron, déjà, Louis Dragnel lui dit « Monsieur le Président, Emmanuel Macron, Monsieur le Président, est-ce que vous comptez faire quelque chose pour les OQTF ?» Et il répond « Oui, 100% des OQTF, dans un an, seront reconduits à la frontière. 100%. » Il n'a pas tenu sa promesse. Et donc, en fait, toutes les obligations des Français, elles sont appliquées, elles sont exécutées par l'administration, qui est très attentive, très vétilleuse, sauf les obligations de quitter le territoire. Ça veut dire qu'en fait, on a choisi la préférence étrangère. Ça, c'est la première faillite. Et cette faillite, ça veut dire que les hommes politiques qui dorment du sommeil du juste, alors qu'il y a 130 000 OQTF qui tournent en France, mais comment ils peuvent dormir? Et comment les Français peuvent les laisser dormir? Deuxième faillite, elle est encore pire. C'est les visas étudiants. Il y a 110 000 visas étudiants. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a augmenté de 70% les visas étudiants. La tortionnaire, elle est entrée en France à 16 ans pour faire un CAP de restauration. On ne l'a pas revue. Ça fait 11 ans qu'elle est en France. Et en fait, elle n'a jamais été étudiante. Donc elle est rentrée avec un visa étudiant et elle n'est pas étudiante. Il y a 70% des Algériens étudiants qui restent en France et qui n'ont pas de diplôme. Et quand vous pensez qu'il y a eu récemment une proclamation de l'ambassade de France expliquant, on a traité ça il n'y a pas très longtemps, expliquant qu'il y a une augmentation du nombre d'étudiants algériens en France, c'est vraiment de l'irresponsabilité totale. Mais je vais plus loin. L'Union européenne, ça c'est le nouveau tabou. L'Union européenne, dès qu'on dit Union européenne, on s'incline. Comme du temps de Schuman et Monnet, les grands prêtres. L'Union européenne, vous savez ce qu'elle vient de faire, là. Elle se moque de ce que peut penser la France, etc. Elle vient d'élargir Erasmus à l'Algérie. Hier. On l'a appris hier. Donc c'est criminel comme attitude. Ce sont c'est le super-État profond. Et puis troisièmement, alors, il y a la troisième faillite, c'est la faillite médiatique. Et je voudrais insister là-dessus. Parce que j'ai vécu cette affaire-là avec vous, comme vous. Et nous, en première ligne sur CNews. Le système médiatique considère qu'il y a des faits de société, des faits divers. En l'occurrence, c'était un fait divers, selon le système médiatique. Et ceux qui ont eu le malheur de traiter ce fait divers comme un fait de société
ont été montrés du doigt et traités de tous les noms. Or, la famille, elle a considéré que c'était un fait de société. Un fait de société, quelle est la différence entre un fait divers et un fait de société? Un fait divers, c'est le mal absolu. Un fait de société, c'est quand ce sont les murs porteurs qui lâchent. Un fait de société, il y a quelqu'un qui rentre dans la maison, qui vole, qui tue. C'est indépendant des murs porteurs. Un fait de société, c'est quand les murs porteurs lâchent et sont démolis. Or là, c'est bien le cas. Quand une personne n'a rien à faire sur le territoire national et qu'elle s'en prend à une petite fille, qu'elle la viole et qu'elle la tue, on est devant un fait de société puisque la loi française n'a pas été appliquée. Ensuite, le système médiatique a crié à la récupération. La récupération, ils ont osé faire ça. C'est-à-dire que les gens qui soutenaient la famille, et les gens qui ont vécu le drame du papa qui est mort de chagrin à cause de ce qui est arrivé à sa fille Lola, ces gens-là n'ont pas de cœur. À la place du cœur, ils ont un fantasme idéologique. Alors, il y a l'euphémisation, comme on dit. Il y a l'inversion accusatoire. Pourquoi? Parce qu'il faut sauver le paradis diversitaire. Mais vous vous souvenez, Naël, c'était pas pareil pour Naël. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Et Charlie Kirk, la presse a dit, Charlie Kirk, la presse française, il l'a bien cherché. En d'autres termes, il y a deux sortes de victimes. Il y a les victimes du camp du bien et les victimes du camp du mal. Et c'est la presse qui choisit. Et moi, je rends hommage à CNews, qui était au premier rang pour défendre à la première heure ce que Éric Zemmour avait appelé un francocide. On est devant un francocide. Vous voulez revenir sur la justice également, vous l'avez abordé brièvement. Je le disais, c'est une peine extrêmement lourde, historique. C'est la peine la plus lourde qui a été prononcée contre Dabia Ben-Kired. Je rappelle la perpétuité incompressible pour la meurtrière. C'est la première femme qui est condamnée à cette peine maximale. La famille a salué cette décision de justice. Est-ce que cette décision de justice vous convient, Philippe de Villiers? Alors, dans le principe, oui. Mais en réalité, je vais émettre quelques réticences. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le principe, oui. Donc c'est peine à perpétuité incompressible. Donc ça dit ce que ça veut dire, c'est que normalement, c'est une perpétuité réelle. Elle ne sortira pas de prison. Or, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a un droit européen qui s'applique et qui fait que dans 27 ans, parce qu'elle a déjà 3 ans de prison, donc ça fait au bout de 30 ans, il y aura une triple épreuve successive, 3 psychiatres qui devront être d'accord pour considérer qu'elle peut sortir ou pas. Ensuite, il y a un tribunal de l'application des peines et ensuite un juge de l'application des peines. Et donc, il n'y a pas, en fait, il y a peu de chances qu'elle fasse une perpétuité réelle. Alors que la famille, elle, a la perpétuité réelle. Et donc, je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, on reposera la question de la peine de mort. Parce que quand Badinter a choisi l'abolition de la peine de mort, on était dans une société soi-disant pacifiée. On allait vers une société où il y aurait moins de violence, disait-on, etc., du temps de Mitterrand, etc., en 81. Le paradis rose, oui. Et on a vu. Et il y a une question clé qui se pose à la justice et aussi à la défense d'un pays. C'est la même question. C'est la légitime défense. Est-ce qu'une société a droit à la légitime défense? Et la légitime défense, on appelle ça au combat,
à la guerre, le devoir de mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Et quand on ne peut pas faire autrement que d'éliminer l'ennemi à la guerre, on élimine l'ennemi pour le mettre hors d'état de nuire. Et la question qui se pose aujourd'hui, en fait, qui est une vieille question, vieille comme la justice et l'humanité, c'est est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont irrécupérables? Et est-ce qu'il n'y a pas une exemplarité au sommet de l'échelle des peines? Voilà, je pose ces questions. C'est sans doute trop tôt pour en parler. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la maman de Lola et Thibault et toute la famille, eux, ils sont repartis chez eux. Ce soir, ils vont boire leur soupe. Mais ils ont pris perpète. Voilà ce qu'on pouvait dire ce vendredi sur cette décision donc, judiciaire après 6 jours de procès. Et ce que vous souhaitiez dire aux Français ce vendredi soir. Autre actualité judiciaire, Philippe de Villiers, cette semaine. Et depuis mardi, vous le savez, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est incarcéré à la prison de la Santé. Depuis, et des vidéos ont circulé, il a été menacé, sa sécurité est en jeu, bien évidemment. 3 détenus ont été placés en garde à vue de la prison de la Santé pour menace de mort. Et je vous propose, c'est une image qui a évidemment été relayée dans le monde entier, puisque plusieurs centaines, voire des milliers de personnes se sont réunies mardi matin pour accompagner Nicolas Sarkozy et le soutenir dans cette épreuve. Regardons cette séquence. Geoffroy Lejeune. Et Philippe, vous faites partie des rares personnes qui ont vu Nicolas Sarkozy après l'annonce de sa condamnation et avant son incarcération à la prison de la Santé. Peut-être sans vous demander ce qu'il a pu vous dire, vous, qu'est-ce que vous lui avez dit quand vous l'avez vu récemment? Il a demandé à me voir parce qu'en fait, on a tissé depuis longtemps un lien d'amitié, lui et moi. J'étais touché par ce souhait. Je suis allé le voir. Je ne vous dirai pas ce qu'il m'a dit. En revanche, je vais vous dire ce que je lui ai dit. Voilà, Nicolas, tu es la 3e victime expiatoire du coup d'État de la toge. Le premier, c'était François Fillon. Le 2e, c'était Marine Le Pen. Tu es le 3e. Et je n'ai pas eu à lui expliquer pourquoi, parce qu'il a compris, mais là, je voudrais expliquer pourquoi aux téléspectateurs et aux auditeurs d'Europe 1. En fait, Nicolas Sarkozy restera dans l'histoire comme l'homme qui a vu et vécu la fin de la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que maintenant, on peut dire vraiment les juges ont pris le pouvoir. La séparation des pouvoirs, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, les mots, écoutez bien, la course des mots. Il y avait un pouvoir exécutif, il y avait un pouvoir législatif et une autorité judiciaire. Et comme disait Montesquieu, le juge est la bouche de la loi. C'est-à-dire que l'autorité judiciaire procédait de l'exécutif et du législatif. Et là, on est devant une inversion. On a désormais une autorité exécutive, une autorité législative et un pouvoir judiciaire. Et les images de la traversée de Paris, que j'ai suivies attentivement, avec les toiles des motards qui encadraient
non plus le président de la République, mais le prisonnier de la République, non plus le premier magistrat de France, mais le premier voyou de France. Quelle inversion! Eh bien, ces images, en fait, les juges les ont voulues. De même qu'ils ont voulu que Nicolas Sarkozy soit à côté de Cédric Jubilard, les narcotrafiquants, les terroristes islamistes qui criaient pour l'empêcher de dormir. Ils ont voulu ça. Pourquoi? Parce que c'est l'humiliation du politique. Et en fait, je lui ai dit, c'est la fin d'un cycle qui aura duré 8 siècles, qui a commencé avec Saint-Louis, Louis IX, qui revient de la croisade. En 1254, il en a marre des justices seigneuriales, qui empiètent sur le pouvoir judiciaire royal, et il décide d'aller sous son chêne à Vincennes, et il crée un pouvoir d'appel à ciel ouvert, populaire, pour les plaideurs déshérités. Pouvoir d'appel, pas d'exécution provisoire, un pouvoir d'appel. Et de cette manière-là, il réduit les justices seigneuriales, c'est-à-dire les justices féodales, les justices concurrentes. Et donc il prend le pouvoir sur les juges. Et ça dure jusqu'au 31 mars 2024. 31 mars 2024, ça vous dit rien? C'est le procès de Marine Le Pen. Et là, le procès de Marine Le Pen, c'est exécution immédiate de la peine. Donc l'appel n'est plus suspensif pour les hommes politiques. Et maintenant, c'est la prison pour un ancien président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? On est entré dans une mécanique qui s'appelle le messianisme judiciaire. C'est-à-dire que la puissance tribunicienne a quitté la politique pour aller au prétoire. Et la puissance tribunicienne du prétoire, elle consiste en l'abaissement de l'exécutif et du législatif. Regardez ce qui s'est passé depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Impensable de mon temps, quand j'étais député, l'abaissement du pouvoir législatif, puisque désormais, c'est le pouvoir judiciaire qui définit ce qu'est le travail d'un assistant parlementaire. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est inouï. Et ensuite, abaissement de l'exécutif, puisque c'est le pouvoir judiciaire qui fait le casting de la présidentielle. Et c'est sans doute pas fini, comme j'ai eu déjà l'occasion de le sous-entendre. Et c'est sans doute pas fini. Et donc, en réalité, c'est le coup d'État de la toge. Voilà, c'est la première chose que je lui ai dite. Et la deuxième chose que je lui ai dite, j'ai dit, tu sais, dans l'histoire de France, les Français, saint Thomas parlait de la justice et de l'ordre. Ils n'aiment pas le désordre, ils n'aiment pas l'injustice. Ils préfèrent encore le désordre à l'injustice, dans toute leur histoire. Et là, en fait, tu vas devenir un personnage symbolique. J'ai dit, voilà, il y a eu le président Oni et aujourd'hui le justiciable Chéri. Pourquoi? Parce que, enfin, je lui ai cité le duc de Guise en disant, tu seras bientôt comme le duc de Guise, dont Henri III disait, il est plus grand mort que vivant. Bientôt, tu seras plus grand quand tu vas sortir de prison que lorsque tu es rentré en prison. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Français, dans leur immense majorité, ceux qui se sont intéressés à ce procès, ce qui est mon cas, ils ont vu 2 choses. Premièrement, que l'innocence était bafouée, puisqu'en réalité, il a été condamné sur la base d'un faux de Mediapart, donc l'innocence bafouée, et deuxièmement, la présomption d'innocence bafouée, puisqu'on n'a pas attendu l'appel, on l'a mis en prison avant l'appel, ce qui est inouï dans l'histoire de la justice de toute l'humanité. Et donc, tu vas devenir un personnage symbolique. Et je me souviens très bien, je lui ai dit, le comte de Monte Cristo. Comte de Monte Cristo, livre qu'il a pris avec lui en détention à la prison de la Santé. Il a pris le comte de Monte Cristo et Christian Petit-Fils, la vie de Jésus. Absolument. Philippe de Villiers. Autre sujet à présent, je voudrais qu'on parle de l'immigration clandestine. Il est reproché au ministre de l'Intérieur de ne pas avoir suffisamment été clair cette semaine, interrogé notamment par Sonia Mabrouk, qui le confrontait aux chiffres donnés qu'il lui-même avait donnés 48 heures plus tôt. Laurent Nunez, qui d'ailleurs refuse le mot de submersion,
qui préfèrent le mot défi migratoire. Je vous propose qu'on voit ensemble cette séquence qui a fait beaucoup réagir entre Sonia Mabrouk et Laurent Nunez. Vous avez déclaré, en prenant beaucoup de précautions oratoires, un peu comme ce matin, qu'il y avait entre 200 et 300 000 clandestins en France. Est-ce que vous maintenez ce matin cette fourchette? Non, j'ai été interrogé dans une émission, c'était sur une autre chaîne, où j'ai refusé d'abord de donner les chiffres parce que je ne voulais pas qu'ils prêtent à débat. D'abord, ce sont des estimations. Hein. Par définition, on ne connaît pas le nombre d'étrangers en situation irrégulière. Pardonnez-moi, il suffit d'aller voir du côté de l'AME. Si, monsieur, il y a un faisceau d'indices. Je vais vous répondre, il y a plusieurs sources. Il y a plusieurs sources, il y en a une. Les bénéficiaires de l'AME, c'est 400 000 déjà l'année dernière, donc votre fourchette est fausse. Je vais vous donner... Non, c'est pas le chiffre que j'ai donné. Je vous ai réécouté attentivement hier. J'ai bien précisé à la fin de l'émission que je ne voulais pas donner chiffre pour pas nourrir de polémique. Monsieur Darmanin a parlé en 2021 de 700 000 clandestins. C'est exactement ça. Et puis une autre fois, il a donné une fourchette entre 600 et 900 000. Mon prédécesseur avait parlé d'un demi-million, 500 000. On est loin des 200 000. Si on travaille de manière sérieuse, et nous l'avons fait, moi je connais évidemment le chiffre, je le connais. Alors donnez-le ce matin. Si on travaille sur l'aide médicale d'État, et qu'on extrapole, le nombre, l'estimation d'étrangers en situation irrégulière dans notre pays, elle est de 700 000. Oui. Voilà. Donc 470 000 qui sont bénéficiaires de l'AME. Or, selon la Cour des comptes, tous les bénéficiaires, tous les clandestins ne sont pas bénéficiaires de l'AME. Donc la fourchette est de 700 000. C'est un peu moins d'un sur deux. Voilà. Vous aurez clos une polémique en donnant ce chiffre tout de suite, déjà dès hier. C'est pas le sujet. Je ne voulais pas créer de polémique en donnant un chiffre. Voilà. Moi, Moi, dans mon esprit, les choses sont très claires. Il n'y a pas de difficulté. Donc, 700 000 clandestins en France. C'est une estimation. Oui. C'est une estimation. Et je note qu'elle est loin des 200 000, monsieur le ministre. Geoffroy Lejeune. Philippe, vous qui les connaissez par cœur, comment expliquez-vous chez nos élites cette incapacité ou réticence Ça vous fait sourire. à faire des analyses à partir de constats un peu objectifs? Moi, j'ai allumé ma télé pour regarder Sonia, magistrale, et le ministre de l'Intérieur, on aurait dit un lézard sur une plaque chauffante. Oui. Il se tortillait dans tous les sens. Alors moi, j'étais sous-préfet, donc je sais, on nous enseignait quand on était sous-préfet, essayer de n'utiliser que des mots valises. Un mot valise, c'est un mot que vous comprenez, alors que vous ne pensez pas la même chose. C'est très fort. Par exemple, au lieu de dire submersion migratoire, vous dites défi migratoire. Là, le gars qui est contre l'immigration, il comprend défi migratoire, oh là là. Et le gars qui est pour l'immigration, il dit oui, c'est un vrai défi migratoire. Oui. Il faut en faire rentrer plus. Vous voyez, ça s'apprend dans les écoles. Oui. Et donc là, j'ai retrouvé le sous-préfet de Vendôme que j'étais, avec une certaine tendresse pour ce brave homme qui était à la torture. Et alors, Sonia lui a fait tout avouer. Extraordinaire. Alors, en fait, il y a eu quatre moments clés que je reprends. Le premier, donc, il vasouille sur les clandestins. Donc la veille, c'était 200 000. Et là, on monte à 400, 450, 500, 600, 700. Et le lendemain, il y a le ministre de l'Intérieur, l'ancien le ministre de l'Intérieur, qui est passé chez LCI, qui a dit c'est plutôt 1 million. Ah, on va finir par savoir. Vous vous rendez compte, ces gens-là, on leur fait confiance pour notre sécurité. Ils ne savent même pas le chiffre des clandestins. Normalement, dans n'importe quel autre pays, ils sont virés tout de suite. Ensuite, elle lui dit submersion migratoire, monsieur le ministre, et il dit défi migratoire. Il dit je n'utiliserai pas ce mot-là. Donc il n'y a pas de submersion migratoire et il n'y a pas de problème d'immigration. Ok, d'accord. Bon. Ensuite, c'est pas fini. Il dit il n'y a pas de lien entre l'immigration et la délinquance. Elle insiste, Sonia Mabrouk, qui dit non, il n'y a pas de lien entre j'utiliserai pas ça, faut pas blesser la diversité, etc. Ensuite, j'utiliserai pas le mot assimilation qu'utilisait son prédécesseur, qui est dans le Code civil. L'assimilation, c'est faire de l'autre un autre soi. Si vous ne faites pas de l'autre un autre soi, vous cultivez en face de vous une civilisation qui n'est pas la vôtre et qu'un jour, évidemment, vous mettra dehors. Et enfin, chez Pompon, il a dit
la France est construite sur la diversité. Notre société s'est construite sur la diversité, très exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la France a toujours été un pays d'immigration. C'est un mensonge. Cette allégation, si vous me permettez une seconde de développer, cette allégation, elle repose sur deux mythes qui sont cultivés par toute la gauche depuis 50 ans, 60 ans. C'est le mythe des origines et le mythe du brassage. Le mythe des origines consiste à nous dire, depuis 2 millions d'années, la population française, c'est une sédimentation de population étrangère. Or, c'est faux. Pendant toute la période de la Gaule, en 5 siècles, ne sont entrés en France que 300 000 soldats. Et selon les conclusions scientifiques de la paléodémographie, il n'y a pas eu de changement de la population pendant des siècles. Par exemple, l'acculturation romaine, je m'y suis intéressé avec mon dernier livre, Populicide, elle n'a pas changé ce que les historiens appellent, les démographes appellent, le fond ethnique du néolithique. Pareil pour les Burgondes, les Visigoths, les Goths, etc. Quant au mythe du brassage, le mythe du brassage, ça veut dire nous sommes en fait des Français de sang mêlé, résultat de toutes sortes de métissages au fil des siècles, avec des populations qui sont arrivées, qui se sont entrégorgées, qui se sont entremêlées. C'est faux. C'est faux. En fait, selon Jacques Dupaquet, académicien, le plus grand démographe français de son temps, j'ai lu et relu son Histoire de la population européenne. Il dit jusqu'en 1851, en 1851, il y avait 380 000 étrangers en France. Jusqu'en 1851, la France était non pas un pays d'immigration, mais un pays d'émigration. Les seuls immigrés, c'était les épouses royales, Blanche du Cassis, Marie-Thérèse d'Autriche, etc. C'était les grands cadres, les grands serviteurs de l'État, Nègre, Mazarin avant lui, ou encore les grands artistes comme Lully, Chopin, Léonard de Vinci, etc. C'est tout. Sinon, la France était un pays d'émigration et non pas d'immigration. La France, le peuple français était un petit peuple sédentaire, de petits propriétaires, avec un rayon de mobilité de quelques kilomètres. On se mariait sur place, et un peu comme les Chinois. Voilà. Et c'est à partir de 1851, à cause de la crise démographique, que là, l'immigration est arrivée. Et jusqu'en 1980, c'est une immigration européenne. En fait, c'est une immigration européenne, c'est une immigration de travail et non pas d'établissement, et une immigration qui respecte le creuset français. Voilà. Alors, dire que la France a toujours été un pays d'immigration, c'est un mensonge. Dire que l'immigration est une chance pour la France, c'est un deuxième mensonge. Philippe de Villiers, il nous reste une vingtaine de minutes ensemble. Avant de revenir sur l'industrie automobile, je voudrais qu'on revienne, puisque vous parliez de livres, sur un ouvrage, celui d'Éric Zemmour, « La messe n'est pas dite » pour un sursaut judéo-chrétien. Et dans son livre, il revient, c'est pour ça que vous parliez de l'immigration, il revient de cette vague migratoire qui a bouleversé pas que la France, mais également l'Europe. Le président de Reconquête signe un essai érudit et brûlant, selon vous, appelant la France à puiser dans ses racines chrétiennes. Avez-vous lu ce livre et qu'en pensez-vous? Alors, j'ai lu ce livre et j'en pense du bien. Éric Zemmour est un esprit cultivé, à la fois analytique, synthétique et prophétique. Et j'ai lu ce livre avec gourmandise. Alors, je ne vais pas raconter le livre, je voudrais simplement dire 2 ou 3 choses sur ce livre. La première chose, c'est que Éric Zemmour a parfaitement compris ce qu'est la France. Il ose dire, à ma connaissance, c'est le seul qui dit ça, avec votre serviteur, c'est le christianisme qui a fait la France. Et il le démontre au fil des pages. Je reprends, c'est simple. Il y a 3 symboles. Le premier symbole, c'est le pouvoir.
Le deuxième symbole, c'est l'architecture. Le troisième symbole, ce sont les charités fondatrices. Donc vous avez, premier symbole, le baptistère. Courbe-toi, fier Sicambe, jette tes colliers, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. La France, en fait, devient un pays chrétien avec son premier roi, qui quitte le Valhalla, les Valkyries, Wotan, et qui se fait baptiser. Et l'onction baptismale fait du premier roi et de ses 3000 entrustions, comme on dit, des chrétiens. Et donc, on a à la tête du royaume des Francs un catholique. Deuxième symbole, la cathédrale. Les grands historiens du Moyen-Âge disent que chaque peuple a son nombre d'or. Et on dit la France, c'est la cathédrale. Ce qu'on appelle l'ouvrage français. Et par exemple, les Grecs, c'est le Parthénon. La Rome antique, c'est le Forum. Nous, c'est la cathédrale. Et troisième symbole, c'est la chlamyde. La chlamyde de Saint-Martin, l'apôtre des Gaules. C'est magnifique comme histoire et c'est une poésie infinie comme tout ce qui est français. Martin, qui est soldat et qui voit un pauvre entre les pauvres qui grelotte et il déchire son manteau, il lui donne la moitié du manteau. Et en fait, l'État-providence, ça vient de là. Ce qu'a très bien compris Éric Zemmour, il le dit dans une page tout à fait remarquable. C'est-à-dire qu'en fait, l'État-providence, il est tout contenu dans cette idée que la France est un acte de miséricorde. Ouais. Ensuite, la deuxième chose, le deuxième filigrane, il dit « Attention, il y a danger mortel ». D'une part, parce qu'il y a une déchristianisation continue, depuis les Lumières jusqu'à Vatican II. Vatican II qui en finit avec la religion catholique au sens de la liturgie. Le curé habillé en dentiste, etc. Tout ça, on connaît. Et ensuite, il y a 3 religions qui se sont installées à la place. Le laïcisme, qui en fait se donne pour but d'éradiquer tout ce qui reste de chrétienté. On le voit à Marseille avec M. Payan, pour le film Sacré-Cœur. C'est-à-dire qu'en fait, la laïcité, c'est un fusil à tirer dans les coins, comme j'ai dit l'autre jour. C'est surtout à tirer dans les coins où restent les dernières chrétientés flageolantes. La deuxième religion qui a remplacé la religion catholique, c'est l'islamisme, qui s'installe avec sa civilisation. Il y a un livre magnifique qui vient de sortir de Florence Bergeau-Blaclair sur le djihad, le marché et le djihad. Donc la halalisation de la France, qu'on ne voit même pas venir à l'œil nu. Et puis troisièmement, le wokisme, qui est une religion, le wokisme, qui est une nouvelle manière, une nouvelle idéologie, opprimée, oppresseur, etc. Mais la partie la plus intéressante, à mon avis, la plus neuve, c'est qu'en fait, Éric Zemmour, qu'on dit souvent pessimiste, ne se contente pas de ça. Il parle des surgeons, il parle des lucioles, il parle de ce qui va se passer demain. Il dit qu'il y a une nouvelle jeunesse qui retourne à la tradition. Il y a le contact avec l'islam qui fait que le jeune se dit « qui suis-je, où vais-je ?» et d'où je viens. Et enfin, il y a l'influence des États-Unis. Et il dit « tout ce qui se passe aux États-Unis, regardons-le, ça va venir chez nous ». Or, J.D. Vance, en fait, que les élites françaises méprisent, il dit aujourd'hui aux États-Unis ce qu'on dira demain, dans 10 ans, dans 20 ans en France. Voilà. Autre sujet à présent, Philippe de Villiers. Il y a une tribune qui vous a marqué, et c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous souhaitiez y revenir. L'industrie automobile est-elle en péril? La tribune de Luc Châtel. La France est-elle aux côtés de son industrie automobile? La France, où est-elle prête à faire le sacrifice de l'un des derniers fleurons industriels en tirant un trait sur 3500 entreprises et 350 000 emplois au cœur du pays? C'est la question de la pérennité de l'industrie automobile, dit Luc Châtel, en quelques minutes. Mais la question, c'est d'abord Geoffroy Lejeune. Mais la question est très simple, Philippe. Est-ce que vous considérez que la France est en train de saborder son industrie automobile? Oui. Et en fait, quand vous regardez bien l'Union européenne, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques temps, depuis quelques années, avec le Mercosur?
l'Union européenne est en train de sacrifier l'agriculture européenne, et en particulier l'agriculture française, il ne restera plus rien. Pourquoi? Parce que les élites mondialisées ont décidé de déléguer notre alimentation au marché mondial. Ce serait trop long à développer, mais je suis prêt à le faire. Deuxièmement, avec l'écologie punitive, on a sacrifié notre industrie, notre énergie, l'industrie nucléaire, en fermant les réacteurs. Troisièmement, avec le plan de défense de Mme von der Leyen, il faudra qu'on en parle, on est en train de sacrifier notre outil de défense, puisqu'on est les seuls à avoir une industrie de défense autonome en Europe. Et là, maintenant, avec le pacte vert, on est en train de sacrifier notre industrie automobile. Il faut savoir que c'est l'hécatombe en Allemagne, 50 000 emplois ont été supprimés. C'est l'hécatombe en France, elle est à venir, avec nos 3 500 entreprises et 350 000 emplois. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Le grand remplacement. Bientôt, on sera tous en voiture chinoise. Puisque, en fait, les Chinois sont en train de pénétrer notre marché. Ils ont 15 ans d'avance, selon M. Draghi, 15 ans d'avance. Ils ont des technologies 13 ans d'avance. Et ils ont des véhicules qui ne sont pas chers et qui sont hautement polluants. Et donc, par rapport à la décarbonation, c'est une absurdité. Et ce que dit très bien Luc Châtel, président de la plateforme automobile, qui connaît bien son sujet, il utilise cette expression: la France a choisi de tirer contre son camp. C'est-à-dire que l'Allemagne, en ce moment, est en train de tirer la sonnette d'alarme auprès de von der Leyen, l'impératrice de la norme. Et qu'est-ce que fait Macron, lui, avec l'espagnol socialiste Sanchez? Il dit non, il faut continuer, faut continuer. Donc en fait, Macron, quand il partira, il aura fini de tout tuer, y compris l'industrie automobile. Un de nos fleurons. Vous vous rendez compte? Moi, quand j'étais petit, que je voyais passer une Dauphine ou une Chiva 4, j'étais fier d'être français. Là, c'est fini. Je note que vous avez utilisé la notion de grand remplacement pour l'auto. Je ne sais pas si c'est Arcom condamnable. Est-ce que c'est d'extrême droite que parler de grand remplacement pour l'auto? On se posera peut-être la question dans les... C'est la première fois que c'est arrivé. Écoutez, on va voir. Vous avez le droit. Vous avez le droit de parler de grand remplacement de l'auto. Vous savez qu'on est surveillé. Il ne faut quand même pas oublier que tous ces gens de l'Arcom, etc., ils étaient pro-chinois, ils sont pro-communistes, etc. Donc, voilà, je risque rien. Vous allez peut-être avoir une médaille. Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, je ne vous ai pas posé la question la plus importante. C'est vous? Rendez les bijoux. Le Louvre, Philippe de Villiers, c'est vous? Philippe de Villiers, on sourit un petit peu parce que ce qui s'est passé dimanche ne prête pas à sourire, bien sûr. Mais je posais la question à tous nos invités à chaque fois en disant mais qui a fait le casse du siècle? Qui a volé les bijoux du Louvre? On est moins d'une semaine après ce casse qui a été relayé dans le monde entier. Et vous souhaitiez justement aborder le pillage du Louvre et à travers une question qui est essentielle, et ce sera votre apologue, le patrimoine, est-ce une nécessité vitale, Philippe de Villiers? Alors d'abord, je dirais que le casse du Louvre fusionne les deux angoisses nationales, l'insécurité française et le déclin de la France, dans l'esprit des Français et aussi des étrangers. Que de malheurs qui se sont abattus sur notre patrimoine. Le dernier malheur, c'est une grenouille géante, gonflable, place Vendôme, postérieure à disposition du plug anal qui va peut-être revenir. C'est effrayant. Et alors, les artistes contemporains, les autorités culturelles nous expliquent, c'est de l'art. C'est normal que vous ne compreniez pas. Les ploucs que nous sommes. Mais quel symbole! Alors, on a eu Notre-Dame incendiée,
le Louvre fracturé. Il ne faut pas oublier la cérémonie des Jeux, qui était quand même une allégorie de nos abaissements. Il ne faut pas oublier aussi une phrase célèbre que je voudrais rappeler du journaliste Jean-Michel Apathy, qui n'en rate pas une, pour se faire remarquer, et qui a dit récemment il faudrait raser Versailles. Raser Versailles pour couper l'accès à la grandeur. Merci, monsieur Apathy. On vous souhaite longue vie. Ensuite, Yaël Braun-Pivet. Qu'est-ce qu'elle a dit en fait? Elle a dit qu'il faut taxer les patrimoines, il faut taxer les biens des familles. Comme ça, elles seront vendues aux enchères, vendues à des étrangers, aux élites mondialisées. Soyez les bienvenus. Qu'est-ce qui va rester demain de notre héritage commun? Qu'est-ce qui va rester de notre patrimoine? Qu'est-ce qui va rester de notre mémoire? Qu'est-ce qui va rester de notre histoire? Et moi, je voudrais dire ici, en quelques mots, si j'en ai le temps, pourquoi le patrimoine est une nécessité vitale, pour reprendre votre expression, et pourquoi il nous met en voisinage et en cousinage intime avec nous-mêmes. En fait, il faut plaindre les peuples qui n'ont plus d'histoire, qui bradent leur mémoire, qui bradent leur patrimoine. Pourquoi? Parce qu'avoir une histoire, réfléchissez-y, avoir une histoire, c'est en avoir deux. La grande et la petite. Si vous perdez la grande, vous perdez la petite. Avoir une histoire, c'est avoir deux vies. La vie qu'on traverse et la vie qu'on reçoit. La vie qu'on prolonge et la vie qui vous surplombe. Il y avait à Sparte un hymne qui était une sorte d'abrégé de toute patrie. Nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes. C'est-à-dire que grâce à l'histoire, on peut vivre deux vies en même temps. Une vie par soi-même et une vie par procuration. On va ailleurs que chez soi pour être encore chez soi. On choisit de vivre dans un temps, ne serait-ce qu'un instant, qui n'est pas le sien. On s'enrichit de l'expérience des autres. C'est-à-dire qu'en fait, on rit, on pleure, on souffre, on grandit avec d'autres qui ne sont plus et qui vous incorporent à leurs infortunes, à leurs tribulations, à leurs ascensions et dont les malheurs deviennent les nôtres. Si bien qu'en fait, on apprend à gagner une meilleure connaissance des dédales de la trahison, des dédales de la forfaiture, des dédales de ces accomplissements sublimes qui font la civilisation. C'est l'assise de la France qui tient à ce dépôt millénaire. Ce dépôt millénaire, en fait, il existe autant par les millions d'hommes vivants que par les milliards d'hommes morts qu'on a sous les pieds. Et quand on est du même champ, on est pour toujours du même temps. Et on finit par ressentir de façon presque tellurique, quand on marche sur les bouquets fanés des dépouilles de nos souvenirs enfouis, des sensations étranges, d'ivresses anciennes qui revivent en nous, comme si la mémoire fluide d'un passé au ton vif coulait encore dans nos veines. Et donc je dis ceci, notamment aux jeunes gens, aux jeunes Français. Courez après l'histoire de France. L'histoire est un principe de rajeunissement perpétuel. La France est un être physique et moral. La France est une personne, disait Michelet. La France a une âme. Et il ne faut pas ajouter au populicide qui consiste à tuer un peuple, un matricide, si vous me permettez le néologisme, qui consiste à tuer une mère patrie.
Il y a quelqu'un qui a dit tout ça, beaucoup mieux que moi, qui s'appelle Romain Gary, vous savez, qui disait « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines ». Et il racontait comment sa mère lui lisait des histoires tous les soirs. Et il dit « Il faut donner à chaque petit Français la grande histoire et les petites histoires qui font la grande ». Pourquoi ? Parce qu'un enfant a besoin d'éblouissement pour garder l'esprit d'enfance. Philippe de Villiers, on a quasiment terminé notre émission. Je voulais vous remercier parce que normalement, on a un moment où on s'interrompt, on peut souffler un peu pour reprendre la machine. Et là, la publicité a été coupée pour évidemment revenir en longueur. Et ayons une pensée, comme vous l'avez eue, pour la famille de la petite Lola. Et nous avons commencé par cette information majeure et principale, à savoir la perpétuité incompressible pour la meurtrière de la petite Lola. On devait parler de populicide et de la séquence la plus bouleversante de votre livre, Philippe de Villiers. C'est-à-dire, du moins, c'est très personnel, mais alors, c'est vrai que... Alors, il nous reste que trop peu de temps, Philippe, mais je vais teaser ce qu'on va faire la semaine prochaine. Non, mais je peux vous raconter. Hein. Vous pouvez ? Oui. Alors, je le dis parce que durant votre enfance, il y avait une interrogation paternelle qui revenait souvent à la maison, comme une formule légendaire. Est-ce que ça suit ? Est-ce que vous pouvez nous raconter, Philippe de Villiers ? Je raconte ça dans mon livre, c'est très personnel. Oui. C'est impudique. Ah bah ça va être de ma faute. Oui. Vous m'avez provoqué, voilà. En fait, il y a une interrogation paternelle qui revenait toujours à la maison. Est-ce que ça suit ? Et notre père nous racontait que cette interrogation, c'était celle des marches de nuit. Quand il était jeune capitaine à la tête de sa compagnie, il avait peur de perdre des hommes pris dans une embuscade. Et il posait la question, et il fallait après répercuter la question jusqu'à la fin de la colonne. Est-ce que ça suit ? Est-ce que ça suit ? Est-ce que ça suit ? Mais plus tard, quand on a grandi, l'expression a changé de sens. Est-ce que ça suit ? Questionnait notre père en regardant ses enfants entrer dans la vie. Appartenant à une vieille famille pauvre et glorieuse de soldats, ça voulait dire, est-ce que la génération montante tient le cap ? Est-ce qu'elle a bien appris à se détourner du siècle et de ses erreurs ? Est-ce qu'elle s'administre le devoir de payer l'impôt du sang ? Chacun sa manière de payer l'impôt du sang. Et quand mon père est mort, un de mes frères lui tenait la main et lui a murmuré à l'oreille « Papa, t'en fais pas, ça suit. » Et mon père a souri. Ça suit. Et en fait, moi, toute ma vie, en écoutant mon père, je me suis dit « Qu'est-ce que je peux faire pour suivre ?» J'ai décidé d'écrire à 20 ans un hymne, un requiem, que j'ai accroché au flanc d'une petite colline de bois morts, de ruines et d'amnésie. Et je me dis tous les jours, en pensant à ceux qui sont derrière et à tous les petits Français, est-ce que ça suit ? Un grand merci, Philippe de Villiers. Merci, Geoffroy Lejeune. Merci. Journalistiquement, Geoffroy et moi, est-ce que ça suit ou pas ? Ça précède. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Restez avec nous. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une émission en direct, place Vendôme, devant la grenouille. Ah oui, la grenouille, elle est magnifique. Pour rendre hommage. Je pensais que c'était votre choix. Mais rendez les bijoux quand même aussi. Hein, parce que vous avez fait l'apologue sur le patrimoine. Je rende aussi l'anneau de Jeanne d'Arc à l'Angleterre. Merci Geoffroy Lejeune, merci Philippe de Villiers. Et malheureusement, on va perdre nos sourires, mais... on va revenir dans un instant dans l'heure des pros avec tous nos invités sur cette décision judiciaire historique, la perpétuité incompressible pour la meurtrière de la petite Lola, première femme condamnée à cette peine maximale. Tous les détails avec Marie-Victoire Dieudonné. Regardez. Des larmes à n'en plus finir ce vendredi soir, mêlant souffrance et gratitude devant une nuée de journalistes. Le frère de Lola prend la parole en premier. On a restauré la mémoire de ma sœur. Merci à la justice. Sa mère complète dans un sanglot. Même si cela ne me rendra pas ma Lola. Son visage est tordu par la